Si la journée du samedi, qui commençait une heure plus tôt et où elle était privée de Françoise, passait plus lentement qu'une autre pour ma tante, elle en attendait pourtant le retour avec impatience depuis le commencement de la semaine, comme contenant toute la nouveauté et la distraction que fut encore capable de supporter son corps affaibli et maniaque. Et ce n'est pas cependant qu'elle n'aspira parfois à quelques plus grands changements, qu'elle n'eut de ces heures d'exception où l'on a soif de quelque chose d'autre que ce qui est, et où ceux que le manque d'énergie ou d'imagination empêche de tirer d'eux-mêmes un principe de rénovation, demandent à la minute qui vient, au facteur qui sonne, de leur apporter du nouveau. Fût-ce du pire, une émotion, une douleur, ou la sensibilité que le bonheur a fait taire comme une harpe oisive, veut résonner sous une main, même brutale, et dût-elle en être brisée, ou la volonté qui a si difficilement conquis le droit d'être livrée sans obstacle à ses désirs, à ses peines, voudrait jeter les rênes entre les mains d'événements impérieux, fussent-ils cruels. Sans doute, comme les forces de ma tante, taries à la moindre fatigue, ne lui revenaient que goutte à goutte au sein de son repos, le réservoir était très long à remplir, et il se passait des mois avant qu'elle eût ce léger trop-plein que d'autres dérivent dans l'activité et dont elle était incapable de savoir et de décider comment user. Je ne doute pas qu'alors, comme le désir de la remplacer par des pommes de terre béchamel finissait au bout de quelque temps par naître du plaisir même que lui causait le retour quotidien de la purée dont elle ne se fatiguait pas, elle ne tirera de l'accumulation de ces jours monotones auxquels elle tenait tant l'attente d'un cataclysme domestique limité à la durée d'un moment, mais qui la forcerait d'accomplir une fois pour toutes un de ces changements dont elle reconnaissait qu'ils lui seraient salutaires et auxquels elle ne pouvait d'elle-même se décider. Elle nous aimait véritablement. Elle aurait eu le plaisir à nous pleurer. Survenant à un moment où elle se sentait bien et n'était pas en sueur, la nouvelle que la maison était la proie d'un incendie, où nous avions déjà tous péri, et qui n'allait plus bientôt laisser subsister une seule pierre des murs, mais auquel elle aurait eu tout le temps d'échapper sans se presser, à condition de se lever tout de suite, a dû souvent hanter ses espérances comme unissant aux avantages secondaires de lui faire savourer dans un long regret toute sa tendresse pour nous, et d'être la stupéfaction du village en conduisant notre deuil, courageuse et accablée, moribonde, debout, celui bien plus précieux de la forcer au bon moment, sans temps à perdre, sans possibilité d'hésitation énervante, à aller passer l'été dans sa jolie ferme de Mirougrin où il y avait une chute d'eau. Comme n'était jamais survenu aucun événement de ce genre, dont elle méditait certainement la réussite quand elle était seule absorbée dans ses innombrables jeux de patience, et qui l'eût désespérée au premier commencement de réalisation, au premier de ces petits faits imprévus, de cette parole annonçant une mauvaise nouvelle, et dont on ne peut plus jamais oublier l'accent, de tout ce qui porte l'empreinte de la mort réelle, bien différente de sa possibilité logique et abstraite. Elle se rabattait pour rendre de temps en temps sa vie plus intéressante, à y introduire des péripéties imaginaires qu'elle suivait avec passion. Elle se plaisait à supposer tout d'un coup que Françoise la volait, qu'elle recourait à la ruse pour s'en assurer, la prenait sur le fait, habituée, quand elle faisait seule des parties de cartes, à jouer à la fois son jeu et le jeu de son adversaire. Elle se prononçait à elle-même les excuses embarrassées de Françoise et y répondait avec tant de feu et d'indignation que l'un de nous, entrant à ces moments-là, la trouvait en nage, les yeux étincelants, ses faux cheveux déplacés, laissant voir son front chauve. Françoise entendit peut-être parfois de la chambre voisine de mordants sarcasmes qui s'adressaient à elle, et dont l'invention n'eût pas soulagé suffisamment ma tante s'ils étaient restés à l'état purement immatériel, et si, en les murmurant à mi-voix, elle ne leur eût donné plus de réalité. Quelquefois, ce spectacle dans un lit ne suffisait même pas à ma tante. Elle voulait faire jouer ses pièces. Alors, un dimanche, toute porte mystérieuse fermée, elle confiait à Eulalie ses doutes sur la probité de Françoise, son intention de se défaire d'elle, et une autre fois, à Françoise ses soupçons de l'infidélité de Lalie, à qui la porte serait bientôt fermée. Quelques jours après, elle était dégoûtée de sa confidente de la veille et racoquinée avec le traître, lesquels d'ailleurs, pour la prochaine représentation, échangeraient leurs emplois.
Mais les soupçons que pouvait parfois lui inspirer Eulalie n'étaient qu'un feu de paille et tombaient vite, faute d'aliments, Eulalie n'habitant pas la maison. Il n'en était pas de même de ceux qui concernaient Françoise, que ma tante sentait perpétuellement sous le même toit qu'elle, sans que, par crainte de prendre froid si elle sortait de son lit, elle osât descendre à la cuisine se rendre compte s'ils étaient fondés. Peu à peu, son esprit n'eut plus d'autre occupation que de chercher à deviner ce qu'à chaque moment pouvait faire et chercher à lui cacher Françoise. Elle remarquait les plus furtifs mouvements de physionomie de celle-ci, une contradiction dans ses paroles, un désir qu'elle semblait dissimuler. Et elle lui montrait qu'elle l'avait démasqué, d'un seul mot qui faisait pâlir Françoise et que ma tante semblait trouver à enfoncer au cœur de la malheureuse un divertissement cruel. Et le dimanche suivant, une révélation de Lalie, comme ces découvertes qui ouvrent tout d'un coup un champ insoupçonné à une science naissante et qui se traînait dans l'ornière. Prouver à ma tante qu'elle était dans ses suppositions bien au-dessous de la vérité. Mais Françoise doit le savoir maintenant que vous y avez donné une voiture. Que je lui ai donné une voiture s'écriait ma tante. Ah, mais je ne sais pas, moi. Je l'avais vu qui passait maintenant en calèche, fier comme Artaban, pour aller au marché de Roussainville. J'avais cru que c'était madame Octave qui lui avait donné. Peu à peu, Françoise et ma tante, comme la bête et le chasseur, ne cessaient plus de tâcher de prévenir les ruses l'une de l'autre. Ma mère craignait qu'il ne se développât chez Françoise une véritable haine pour ma tante qui l'offensait le plus durement qu'elle le pouvait. En tout cas, Françoise attachait de plus en plus aux moindres paroles, aux moindres gestes de ma tante une attention extraordinaire. Quand elle avait quelque chose à lui demander, elle hésitait longtemps sur la manière dont elle devait s'y prendre. Et quand elle avait proféré sa requête, elle observait ma tante à la dérobée, tâchant de deviner dans l'aspect de sa figure ce que celle-ci avait pensé et déciderait. Et ainsi, tandis que quelque artiste qui, lisant les mémoires du XVIIe siècle et désirant de se rapprocher du grand roi, croit marcher dans cette voie en se fabriquant une généalogie qui le fait descendre d'une famille historique ou en entretenant une correspondance avec un des souverains actuels de l'Europe, tourne précisément le dos à ce qu'il a le tort de chercher sous des formes identiques et par conséquent mortes. Une vieille dame de province qui ne faisait qu'obéir sincèrement à d'irrésistibles manies et à une méchanceté née de l'oisiveté, voyait, sans avoir jamais pensé à Louis XIV, les occupations les plus insignifiantes de sa journée, concernant son lever, son déjeuner, son repos, prendre par leur singularité despotique un peu de l'intérêt de ce que Saint-Simon appelait la mécanique de la vie à Versailles, et pouvait croire aussi que ces silences, une nuance de bonne humeur ou de hauteur dans sa physionomie, étaient de la part de Françoise l'objet d'un commentaire aussi passionné, aussi craintif que l'était le silence, la bonne humeur, la hauteur du roi, quand un courtisan, ou même les plus grands seigneurs, lui avaient remis une supplique au détour d'une allée à Versailles. Un dimanche, où ma tante avait eu la visite simultanée du curé et de Lalie, et s'était ensuite reposée, nous étions tous montés lui dire bonsoir, et maman lui adressait ses condoléances sur la mauvaise chance qui amenait toujours ses visiteurs à la même heure. Je sais que les choses se sont encore mal arrangées tantôt, Léonie, lui dit-elle avec douceur. Vous avez eu tout votre monde à la fois. Ce que ma grand-tante interrompit par abondance de biens, car depuis que sa fille était malade, elle croyait devoir la remonter en lui, présentant toujours tout par le bon côté. Mais mon père, prenant la parole, je veux profiter, dit-il, de ce que toute la famille est réunie pour vous faire un récit sans avoir besoin de le recommencer à chacun. J'ai peur que nous ne soyons fâchés avec le Grandin. Il m'a à peine dit bonjour ce matin. Je ne restais pas pour entendre le récit de mon père, car j'étais justement avec lui après la messe quand nous avions rencontré monsieur Legrandin, et je descendis à la cuisine demander le menu du dîner qui, tous les jours, me distrayait comme les nouvelles qu'on lit dans un journal et m'excitait à la façon d'un programme de fête. Comme monsieur Legrandin avait passé près de nous en sortant de l'église, marchant à côté d'une châtelaine du voisinage que nous ne connaissions que de vue, mon père avait fait un salut à la fois amical et réservé, sans que nous nous arrêtions.
Monsieur Legrandin avait à peine répondu, d'un air étonné, comme s'il ne nous reconnaissait pas, et avec cette perspective du regard particulière aux personnes qui ne veulent pas être aimables et qui, du fond subitement prolongé de leurs yeux, ont l'air de vous apercevoir comme au bout d'une route interminable, et à une si grande distance qu'elles se contentent de vous adresser un signe de tête minuscule pour le proportionner à vos dimensions de marionnette. Or, la dame qu'accompagnait le Grandin était une personne vertueuse et considérée. Il ne pouvait être question qu'il fût en bonne fortune et gêné d'être surpris, et mon père se demandait comment il avait pu mécontenter le Grandin. Je regretterais d'autant plus de le savoir fâché, dit mon père, qu'au milieu de tous ces gens endimanchés, il a, avec son petit veston droit, sa cravate molle, quelque chose de si peu apprêté, de si vraiment simple, et un air presque ingénu qui est tout à fait sympathique. Mais le conseil de famille fut unanimement d'avis que mon père s'était fait une idée, ou que le Grandin, à ce moment-là, était absorbé par quelque pensée. D'ailleurs, la crainte de mon père fut dissipée dès le lendemain soir. Comme nous revenions d'une grande promenade, nous aperçûmes près du pont-vieux le Grandin, qui, à cause des fêtes, restait plusieurs jours à Combray. Il vint à nous la main tendue. Connaissez-vous, monsieur le liseur, me demanda-t-il, ce vers de Paul Desjardins? Les bois sont déjà noirs, le ciel est encore bleu. N'est-ce pas la fine notation de cette heure-ci? Vous n'avez peut-être jamais lu Paul Desjardins. Lisez-le, mon enfant. Aujourd'hui, il se mue, me dit-on, en frère prêcheur, mais ce fut longtemps un aquarelliste limpide. Les bois sont déjà noirs, le ciel est encore bleu. Que le ciel reste toujours bleu pour vous, mon jeune ami, et même à l'heure qui vient pour moi maintenant, où les bois sont déjà noirs, où la nuit tombe vite, vous vous consolerez comme je fais en regardant du côté du ciel. Il sortit de sa poche une cigarette, resta longtemps les yeux à l'horizon. Adieu, les camarades, nous dit-il tout à coup, et il nous quitta. À cette heure où je descendais à prendre le menu, le dîner était déjà commencé, et Françoise, commandant aux forces de la nature devenues ses aides, comme dans les féeries où les géants se font engager comme cuisiniers, frappait la houille, donnait à la vapeur des pommes de terre à étuver et faisait finir à point par le feu des chefs-d'œuvre culinaires, d'abord préparés dans des récipients de céramistes qui allaient des grandes cuves, marmites, chaudrons et poissonnières, aux terrines pour le gibier, moules à pâtisserie et petits pots de crème en passant par une collection complète de casseroles de toutes dimensions. Je m'arrêtai à voir sur la table, où la fille de cuisine venait de les écosser, les petits pois alignés et nombrés comme des billes vertes dans un jeu. Mais mon ravissement était devant les asperges, trempées d'outre-mer et de rose, et dont l'épi, finement pignoché de mauve et d'azur, se dégrade insensiblement jusqu'aux pieds, encore souillés pourtant du sol de leur plan, par des irisations qui ne sont pas de la terre. Il me semblait que ces nuances célestes trahissaient les délicieuses créatures qui s'étaient amusées à se métamorphoser en légumes et qui, à travers le déguisement de leur chair comestible et ferme, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d'aurore, en ces ébauches d'arc-en-ciel, en cette extinction de soir bleu, cette essence précieuse que je reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j'en avais mangé, elles jouaient dans leur farce poétique et grossière comme une féerie de Shakespeare, à changer mon pot de chambre en un vase de parfum. La pauvre charité de Giotto, comme l'appelait Swann, chargée par Françoise de les plumer, les avait près d'elle dans une corbeille. Son air était douloureux, comme si elle ressentait tous les malheurs de la terre. Et les légères couronnes d'azur qui saignaient les asperges au-dessus de leur tunique de rose étaient finement dessinées, étoile par étoile, comme le sont dans la fresque des fleurs bandées, autour du front ou piquées dans la corbeille de la vertu de Padoue. Et cependant, Françoise tournait à la broche un de ses poulets, comme elle seule savait en rôtir, qui avait porté loin d'encombrer l'odeur de ses mérites, et qui, pendant qu'elle nous les servait à table, faisait prédominer la douceur dans ma conception spéciale de son caractère, l'arôme de cette chair qu'elle savait rendre si onctueuse et si tendre, n'étant pour moi que le propre parfum d'une de ses vertus. Mais le jour où, pendant que mon père consultait le conseil de famille sur la rencontre de Legrandin, je descendis la cuisine, était un de ceux où la charité de Giotto, très malade de son accouchement récent, ne pouvait se lever. Françoise, n'étant plus aidée, était en retard.
Quand je fus en bas, elle était en train, dans l'arrière-cuisine qui donnait sur la basse-cour, de tuer un poulet qui, par sa résistance désespérée et bien naturelle, mais accompagnée par Françoise hors d'elle, tandis qu'elle cherchait à lui fendre le cou sous l'oreille, des cris de sale bête, mettaient la sainte douceur et l'onction de notre servante un peu moins en lumière qu'il n'eût fait, au dîner du lendemain, par sa peau brodée d'or comme une chasuble et son jus précieux égoutté d'un ciboire. Quand il fut mort, Françoise recueillit le sang qui coulait sans noyer sa rancune, eut encore un sursaut de colère, et, regardant le cadavre de son ennemi, dit une dernière fois sale bête. Je remontai tout tremblant. J'aurais voulu qu'on mît Françoise tout de suite à la porte. Mais qui m'eût fait des boules aussi chaudes, du café aussi parfumé, et même ces poulets? Et en réalité, cela je calcule, tout le monde avait eu à le faire comme moi. Car ma tante Léonie savait, ce que j'ignorais encore, que Françoise qui, pour sa fille, pour ses neveux, aurait donné sa vie sans une plainte, était pour d'autres êtres d'une dureté singulière. Malgré cela, ma tante l'avait gardée, car si elle connaissait sa cruauté, elle appréciait son service. Je m'aperçus peu à peu que la douceur, la componction, les vertus de Françoise cachaient des tragédies d'arrière-cuisine. Comme l'histoire découvre que les règnes des rois et des reines, qui sont représentés les mains jointes dans les vitraux des églises, furent marqués d'incidents sanglants. Je me rendis compte que, en dehors de ceux de sa parenté, les humains excitaient d'autant plus sa pitié par leur malheur qu'ils vivaient plus éloignés d'elle. Les torrents de larmes qu'elle versait en lisant le journal sur les infortunes des inconnus se tarissaient vite si elle pouvait se représenter la personne qui en était l'objet d'une façon un peu précise. Une de ces nuits qui suivirent l'accouchement de la fille de cuisine, celle-ci fut prise d'atroces coliques. Maman l'entendit se plaindre, se leva et réveilla Françoise qui, insensible, déclara que tous ces cris étaient une comédie, qu'elle voulait faire la maîtresse. Le médecin, qui craignait ces crises, avait mis un signet dans un livre de médecine que nous avions, à la page où elles sont décrites et où il nous avait dit de nous reporter pour trouver l'indication des premiers soins à donner. Ma mère envoya Françoise chercher le livre en lui recommandant de ne pas laisser tomber le signet. Au bout d'une heure, Françoise n'était pas revenue. Ma mère, indignée, crut qu'elle s'était recouchée et me dit d'aller voir moi-même dans la bibliothèque. J'y trouvai Françoise qui, ayant voulu regarder ce que le signet marquait, lisait la description clinique de la crise et poussait des sanglots maintenant qu'il s'agissait d'une maladie type qu'elle ne connaissait pas. À chaque symptôme douloureux mentionné par l'auteur du traité, elle s'écriait « Hélas, Sainte Vierge, est-il possible que le bon Dieu veuille faire souffrir ainsi une malheureuse créature humaine? Eh, la pauvre !» Mais dès que je l'eus appelée et qu'elle fut revenue près du lit de la charité de Giotto, ses larmes cessèrent aussitôt de couler. Elle ne put reconnaître ni cette agréable sensation de pitié et d'attendrissement qu'elle connaissait bien et que la lecture des journaux lui avait souvent donné, ni aucun plaisir de même famille. Dans l'ennui et dans l'irritation de s'être levée au milieu de la nuit pour la fille de cuisine, et à la vue des mêmes souffrances dont la description l'avait fait pleurer, elle n'eut plus que des ronchonnements de mauvaise humeur, même d'affreux sarcasmes, disant, quand elle crut que nous étions partis et ne pouvions plus l'entendre, elle n'avait qu'à ne pas faire ce qu'il faut pour ça. Ça lui a fait plaisir, qu'elle ne fasse pas de manière maintenant. Faut-il tout de même qu'un garçon ait été abandonné du bon Dieu pour aller avec ça? Ah, c'est bien comme on disait dans le patois de ma pauvre mère. Qui du cul d'un chien s'amourose, il lui paraît une rose. Si, quand son petit-fils était un peu enrhumé du cerveau, elle partait la nuit, même malade, au lieu de se coucher, pour voir s'il n'avait besoin de rien, faisant 4 lieues à pied avant le jour afin d'être rentrée pour son travail, en revanche, ce même amour des siens et son désir d'assurer la grandeur future de sa maison se traduisaient dans sa politique à l'égard des autres domestiques par une maxime constante qui fut de n'en jamais laisser un seul s'implanter chez ma tante, qu'elle mettait d'ailleurs une sorte d'orgueil à ne laisser approcher par personne, préférant, quand elle-même était malade, se relever pour lui donner son eau de Vichy plutôt que de permettre l'accès de la chambre de sa maîtresse à la fille de cuisine. Et, comme cet hyménoptère observé par Fabre, la guêpe fouisseuse, qui pour ses petits après sa mort est de la viande fraîche à manger, appelle l'anatomie au secours de sa cruauté et,
ayant capturé des charançons et des araignées, leur perce avec un savoir et une adresse merveilleux le centre nerveux d'où dépend le mouvement des pattes, mais non les autres fonctions de la vie, de façon que l'insecte paralysé près duquel elle dépose ses œufs fournisse aux larves, quand elles écloront, un gibier docile, inoffensif, incapable de fuite ou de résistance, mais nullement faisandé. Françoise trouvait, pour servir sa volonté permanente de rendre la maison intenable à tout domestique, des ruses si savantes et si impitoyables que, bien des années plus tard, nous apprîmes que si cet été-là nous avions mangé presque tous les jours des asperges, c'était parce que leur odeur donnait à la pauvre fille de cuisine chargée de les éplucher des crises d'asthme d'une telle violence qu'elle fut obligée de finir par s'en aller.